dit Jean-Marie Baudry. 6800 hectares de forêt qui sont partis en fumée depuis la reprise de l'incendie de Landiras. C'est entre la Gironde et les Landes. 10 000 personnes évacuées. Des pompiers qui combattent d'arrache-pied face à cet incendie qui repart, qui par moments d'ailleurs change de direction, non pas du fait du vent, mais du fait de son propre vent. Comment il le crée, on va en parler. Les autorités qui appellent en particulier le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les employeurs à libérer leurs salariés qui sont par ailleurs pompiers volontaires pour que les renforts puissent arriver sur place et combattre le feu. Des renforts qui sont par ailleurs européens, puisque Emmanuel Macron, le président de la République, annonce à l'instant que l'Allemagne, la Grèce, mais aussi d'autres pays vont porter assistance à la France, envoyer des moyens de secours. Bientôt la Roumanie, bientôt l'Autriche, la Pologne également. Bref, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. C'est ce qu'on comprend. Tout de suite, on rejoint le lieutenant-colonel Michel Santamaria. Bonjour mon colonel. Oui, bonjour. Vous représentez la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Un appel à toutes les bonnes volontés, vous en avez besoin, c'est le cas de le dire. Tiens, d'abord, on va commencer par un état des lieux. Combien de sapeurs-pompiers sont en train de se battre contre les différents incendies en France en ce moment même, mon colonel ? Sur l'ensemble du territoire, on est à peu près 25%. Donc, sachant qu'on est 250 000 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et militaires. Donc, vous imaginez un quart de l'effectif qui est consacré exclusivement au feu de forêt. Hein, et ne pas oublier qu'il y a le risque courant, hein, le secours d'urgence aux personnes qui correspond à 80% de l'activité. Donc, tout ça faisant qu'on est en capacité aujourd'hui de répondre, mais ça fait plus d'un mois que les personnels sont sollicités, ils sont fatigués, épuisés, et donc on y reviendra certainement, mais il s'agit de 80% aussi de sapeurs-pompiers volontaires, donc 192 000 sapeurs-pompiers volontaires qui ont un travail et qui se rendent disponibles autant que faire se peut quand les employeurs les autorisent. C'est d'où l'appel du ministre de l'Intérieur et qui va être certainement relayé par la Première ministre aujourd'hui. C'est exactement le cas. D'ailleurs, la Première ministre Elisabeth Borne est sur place en ce moment en Gironde auprès des communes qui sont particulièrement sinistrées, tout comme le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Hier, Gérald Darmanin a appelé les employeurs à libérer les sapeurs-pompiers volontaires. D'abord, on va refaire une petite définition avec vous, mon colonel. Quelle est la différence entre un sapeur-pompier volontaire et un sapeur-pompier professionnel ? Déjà, alors, je suis sapeur-pompier professionnel, donc c'est mon métier. Donc je fais ça à plein temps. Au quotidien, à plein temps. Et donc, c'est mon métier, comme vous, certainement, journaliste. Absolument. Donc ça, c'est la première définition que je peux vous donner concernant les pompiers professionnels. Les pompiers volontaires, ce sont des gens qui s'engagent pour le bien des autres, pour venir secourir, pour venir aider les concitoyens, souvent dans leur village, et donc qui donnent leur temps disponible pour le bien d'autrui. Donc ce sont des gens qui ont un travail, qui sont des agriculteurs, des employés, des chefs d'entreprise, qui souhaitent donner un peu de leur temps pour la collectivité. Voilà, tout simplement. Et qui sont là quand leur employeur les autorise à se rendre disponibles. C'est comme des réservistes du côté de l'armée. Ce sont des pompiers réservistes, on pourrait le qualifier comme ça ou pas ? Oui, enfin... Peut-être, si vous voulez, mais ils n'ont pas un statut de réserviste. Le pompier volontaire a bien un statut reconnu par la loi et donc avec un encadrement et donc ils sont recrutés par les services départementaux d'incendie et de secours et donc c'est des employés, entre guillemets, temporaires pour les collectivités. Exactement, sauf que c'est un appui considérable, vous le disiez. Il y a 41 800 pompiers, sapeurs-pompiers professionnels en France et il y a 197 100 sapeurs-pompiers volontaires en France. En plus, vous avez 13 000 militaires, j'imagine que ce sont les sapeurs-pompiers de Paris ou les marins-pompiers de Marseille sur un statut encore différent. Est-ce qu'un employeur... Pas que, c'est aussi les unités de sécurité civile, Absolument. Qui font le déminage, qui font les renforts feux de forêt, etc. Ce que je voulais préciser aussi, peut-être pour les pompiers volontaires, si vous m'autorisez, c'est qu'en même temps, on a perdu 30 000 sapeurs-pompiers volontaires. Et donc, aujourd'hui, cette pénurie de sapeurs-pompiers volontaires, on le ressent dans nos effectifs pour les relèves, pour la continuité du service public. Donc, je voudrais peut-être me permettre, puisque j'ai la parole, de lancer un appel en disant à chacun d'entre vous, vous peut-être le premier, allez taper
aller à la caserne de votre village pour donner votre temps et de la disponibilité pour venir aider nos concitoyens. Pour devenir sapeur-pompier volontaire. On va en parler justement. D'abord, comment vous l'expliquez cette crise des vocations? Puisque vous le dites, on a perdu 30% en quelques années de sapeurs-pompiers volontaires. Comment je l'explique, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas s'investir, de donner de leur temps. Ils préfèrent consacrer leur temps au loisir. On est dans une société de consommation de loisirs. Donc aujourd'hui, force est de constater que cet engagement citoyen est moins impliqué. Et donc, voilà. Donc, moi, je pense que l'appel doit être suffisamment fort, a été relayé par nos autorités de tutelle, que ce soit le président de la République lui-même qui a demandé à ce qu'il y ait un engagement plus fort de nos concitoyens. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a besoin de vous. Donc, venez nous rejoindre très rapidement et vous verrez qu'il ne faut pas être un super athlète. Hein. Vous pouvez aussi ce qu'on appelle l'engagement différencié, faire que du secours d'urgence aux personnes, ou faire que du feu, ou faire tout le feu et le secours à personne. Voilà, on s'adapte aussi à ce que vous pouvez ou à ce que vous savez faire. Exactement, sachant que on est bien d'accord, mon colonel, imaginons que moi, journaliste qui n'ai absolument aucune formation, ni de secouriste, ni de sapeur, ni de quoi que ce soit, je frappe à la porte de la caserne à côté de chez moi ce soir pour dire, écoutez, j'aimerais bien devenir sapeur-pompier volontaire. On ne va pas m'envoyer à l'Andiras du jour au lendemain. Il y a une formation qui est quand même assez poussée, évidemment. Qu'est-ce qu'on apprend à faire quand on devient sapeur-pompier volontaire ? Ce qu'on apprend à faire, c'est justement, vous venez de le résumer, hein, de le secours à personne. Donc, c'est toutes des notions de proximité auprès de la victime, les premiers gestes qu'il faut faire pour conditionner les victimes, les prises en charge. Ça, c'est la première chose. Et après, toute la connaissance au niveau des incendies, que ce soit les incendies de feu urbain ou les incendies de forêt ou les interventions diverses aussi. Donc, c'est toute une formation, mais qui est séquencée dans le temps et qui est au fur et à mesure de l'obtention de ces formations-là, vous pouvez acquérir, et donc vous avez acquis des unités de valeur qui vous permettent d'intervenir sous telle ou telle mission. Et ensuite, on peut vous envoyer là où on a le plus besoin de vous. Ça prend combien de temps? Vous disiez, il y a quelques années, on gardait moins son temps libre pour ses loisirs. Imaginons que je garde mon métier, je deviens sapeur-pompier volontaire, donc c'est sur mon temps libre que je suis sapeur-pompier. Concrètement, ça va ressembler à quoi mon emploi du temps? Ou alors, même vie quotidienne, c'est 1 jour par mois, 2 jours par mois, c'est aléatoire? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? C'est très simple. Hein. On gère votre disponibilité. Donc, on a les outils informatiques qui nous permettent de gérer votre disponibilité. Si vous n'êtes disponible qu'un jour par semaine ou qu'une nuit par semaine, on vous mettra dans le logiciel qui vous permettra de vous alerter justement la période où vous êtes disponible. Et ça, en fonction de votre disponibilité. L'objectif, c'est qu'on ait de la disponibilité. Oui. Donc, on gère de la disponibilité et de la ressource humaine en fonction de ce que vous allez nous donner. Et en fonction de ces disponibilités, on va composer les équipages des agrès et des engins qui vont intervenir autant que faire se peut sur les interventions qui seront sollicitées par le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours centralisé au niveau départemental. On fait en fonction de ce que vous pouvez faire tout simplement, et ça c'est très important. Je le disais hier, des premiers élus qui sont aussi des employeurs par définition ont répondu à l'appel du ministre, puisque le président de la région Sud, Renaud Muselier, s'est engagé à libérer tous les employés de la région qui sont par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires pour qu'ils puissent prêter main forte à leurs camarades. C'est le cas aussi du maire de Toulon, Hubert Falco. Est-ce que vous avez entendu d'autres appels, justement, d'autres réponses à cet appel plutôt ? Oui, il y a le groupe, par exemple, j'ai vu ce matin sur les réseaux sociaux, le groupe Carrefour, qui aussi se mettait en première ligne pour libérer ces sapeurs-pompiers volontaires qui sont employés sur leur chaîne. C'est un important employeur en France, c'est important de le souligner en plus. C'est important, d'autant que c'est un employeur privé, et donc c'est quand même plus facile d'un employeur public de libérer. Donc j'engage tous les employeurs
publics et privés de faire la même démarche. Aujourd'hui, on a besoin de ces ressources-là. On ne pourra pas tenir encore quelques semaines, voire un gros mois encore, si on n'a pas cette ressource humaine. Vous avez parlé des renforts de l'Europe. On parle j'ai vu des pompiers polonais qui sont partis sur la route avec des véhicules. C'est 140 ou 145 sapeurs-pompiers polonais qui arrivent, des pompiers allemands, enfin des pompiers de toute l'Europe. Je veux dire, il faut aussi que localement, on puisse engager des démarches pour libérer nos sapeurs-pompiers. Oui, ça fait chaud au cœur. C'est le message de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, et donc libérer nos sapeurs-pompiers volontaires qui sont aujourd'hui dans vos entreprises. Question importante d'ailleurs, imaginons que je travaille pour n'importe quelle entreprise, mais que mon employeur me dit « je sais que tu es sapeur-pompier, mais je ne veux pas me passer de toi ». Est-ce que je peux passer outre ou pas? C'est compliqué. Oui, non, il peut, hein, c'est une démarche volontariste. Oui. Si l'employeur, pour des raisons qu'on comprend d'activité, et donc avec la reprise d'activité, ne peut pas libérer, on le comprend ça, mais faites un effort. On ne dit pas de libérer 3 semaines, libérer ne serait-ce 1 ou 2 journées. Ça permettra aussi de venir libérer nos pompiers qui sont sur le terrain et qui pourront aussi prendre un peu de pause pour repartir au combat prochainement. Exactement. Justement, faisons le point aussi quand même sur tout ce qui s'est passé cet été. Près de 70 000 hectares en France, corrigez-moi si je me trompe, seraient partis en fumée. Je vous corrige de suite, on est à 48 000. 48 000, pardonnez-moi. 48 000, ce qui est déjà absolument considérable, partis en fumée. Est-ce que c'est absolument historique ou pas? C'est la première fois que vous constatez ceci? Oui, vous avez résumé, hein, donc 48 000, on est vraiment au top des surfaces parcourues et brûlées en France. Hein. On avait la 2003 qui était déjà une grosse année, donc 2022, c'est l'année des plus grosses surfaces brûlées. Absolument. 2003, c'était l'année de la canicule, la fameuse de 2003 qui avait malheureusement surpris tout le monde. Là, c'est l'année des 4 canicules, puisqu'on est à nouveau, je le rappelle, en vigilance orange canicule. On parle d'une situation dans laquelle les sapeurs-pompiers, qu'ils soient volontaires ou professionnels, sont à bout parce qu'épuisés, parce que ça fait plus d'1 mois, qui courent partout malheureusement pour eux. Mais c'est en plus pas terminé. C'est-à-dire qu'il y a un risque que d'autres incendies, et pourquoi pas de la même ampleur, démarrent ailleurs. C'est pourquoi on va aussi en profiter de votre présence inlassablement, Michel Santamaria, pour rappeler les consignes de prévention. À quoi dois-je faire attention si je suis dans une zone où la sécheresse est particulièrement intense et où en plus il a fait particulièrement chaud? Mais déjà, vous renseignez auprès de la préfecture pour savoir si les massifs sont ouverts ou pas. En fonction du risque et de classement du risque météo sur le département, le préfet autorise ou interdit l'accès au massif. Ça, c'est la première chose. Donc, si le massif est fermé, vous n'y allez pas. Même si vous êtes promeneur, vous n'y accédez pas à ces forêts et à ces massifs-là. Vous serez d'ailleurs sanctionnable. D'une amende de 135 €. Exactement. Ça, c'est la première chose. Après, c'est des gestes de bon sens. Vous fumez, ne jetez pas votre cigarette, votre mégot à travers la fenêtre. Mais bon, force est de constater que 9 feux sur 10 proviennent d'une action humaine et donc 30% sont criminels. Donc ça, c'est la première chose. Ne jetez pas votre mégot par la fenêtre, vous l'éteignez et puis vous récupérez votre mégot. Les barbecues sont interdits en forêt, mais c'est encore du bon sens. Les travaux agricoles aussi sont interdits. Une tronçonneuse ou une tout machine ce qui peut créer des étincelles sont interdits. Vous parlez d'ailleurs, c'est très important, des travaux agricoles, puisque c'est une autre information de la journée. À Mostuéjoul, ça c'était l'incendie dans l'Aveyron. Il avait démarré après qu'un engin agricole sur la route ait déclenché des étincelles sur plusieurs kilomètres. 8 kilomètres. L'homme qui était suspecté d'être à l'origine de cet incendie a été mis en examen aujourd'hui pour destruction involontaire par incendie. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Alors évidemment, on ne va pas jeter la pierre à tous les agriculteurs parce qu'ils sont par ailleurs très nombreux à aider les pompiers sur le terrain, notamment en amenant
leur citerne. Mais bref, faites extrêmement attention. C'est une situation exceptionnelle. Bon courage à vous, lieutenant-colonel Santamaria. Je rappelle que vous représentiez la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Bon courage à tous vos camarades. On le rappelle, si vous nous écoutez sur Sud Radio, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, si vous êtes sapeur-pompier volontaire ou si vous employez un sapeur-pompier volontaire, laissez-les rejoindre leurs camarades sur le front. On en a besoin, d'autant plus que tous les pompiers ne s'occupent pas des incendies en ce moment. Il y a aussi tous ceux qui peuvent venir chez vous si jamais quelqu'un fait un malaise. Faut pas l'oublier, c'est aussi une part très importante de leur activité. Merci à vous, Michel Santamaria. On va en parler d'ailleurs de ce nouveau contexte qui est presque politique. Ça, ce sera dans un quart d'heure, le débat de 13h. Est-ce que les politiques, lors des élections ou lorsqu'ils élaborent leur programme, lorsqu'ils parlent aux Français, peuvent encore faire l'impasse sur le climat alors même qu'on est confronté au jour le jour, à chaque fois un petit peu plus, chaque année un peu plus, aux conséquences du changement climatique. On va en débattre avec nos deux invités, mais avant ça, on va refaire le point sur le plus grand pays du monde, c'est la Russie. Que se passe-t-il en Russie, à l'intérieur des frontières? Quelle est la réalité de l'opinion publique? Est-ce qu'elle soutient la guerre de Vladimir Poutine ou pas? On en parle avec notre invité. À tout de suite sur Sud Radio.